Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de couper vos micros quand vous ne parlez pas, comme ça ce sera plus facile pour ce... Et comment on fait pour couper le micro? Alors, il y a une petite icône micro qui est à gauche du Ah téléphone oui, rouge en bas. c'est muet actif, c'est ça? C'est ça. Voilà. Donc, je voulais donc vous dire souhaiter la bienvenue, saluer tout particulièrement Stéphanie qui va animer notre rendez-vous de ce soir, et peut-être vous dire quelques mots sur notre association avant de commencer. Donc, bien sûr, comme dans tous les secteurs, nous avons été impactés par la crise que nous connaissons. Néanmoins, nous avons pu poursuivre nos activités. Tout d'abord, sur le plan des cérémonies, des commémorations. Nous avons participé à plusieurs cérémonies, notamment la commémoration de l'appel du 8 juin au Mont-Valérien. Ensuite, la cérémonie de passation du drapeau de la médaille de la Résistance dans le Finistère en septembre dernier. Et tout récemment, nous avons participé au ravivage de la flamme à l'occasion de l'anniversaire de la création de l'Ordre de la Libération. Pour ce qui est de nos délégués régionaux, dont certains sont présents ce soir, ils ont également été actifs et ont organisé ou participé également à des commémorations. Par ailleurs, nous avons, en début d'année, avec la Fondation de la Résistance, créé une exposition sur la médaille de la Résistance qui a été présentée à 2 reprises. La première fois, elle a été présentée au musée de l'Ordre de la Libération en février dernier, et ensuite à Plougasnou, dans le Finistère, à l'occasion de la passation du drapeau de la médaille de la Résistance. Et nous espérons, bien sûr, quand la situation le permettra, faire circuler cette exposition dans le reste de la France. Sur le plan de la communication, nous poursuivons aussi nos activités. Vous avez reçu récemment notre lettre d'information et notre page Facebook continue également à se développer. Nous avons maintenant plus de 600 abonnés, donc n'hésitez pas, si ce n'est déjà fait, à nous suivre et à aimer notre page. Par ailleurs, donc c'est l'objet de notre réunion de ce soir, nous prenons comme tous le chemin du numérique et du digital. Et donc, nous lançons cette première visioconférence ce soir avec Stéphanie Trouillard. Alors, Stéphanie, c'est une membre de notre association. Elle est petite nièce de médaille de la Résistance. Et par ailleurs, elle est journaliste à France 24. Elle est spécialisée sur les questions historiques et mémorielles. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Mon oncle de l'ombre. Hop, je ne sais pas si le voici. Voilà. Qui retrace donc à la fois le parcours de son grand-oncle, qui était maquisard dans le maquis de Saint-Marcel en Bretagne, mais également le parcours de Stéphanie dans la recherche des activités résistantes et de son grand-oncle. Elle est également la scénariste d'une bande dessinée, alors que je n'ai malheureusement pas. On n'a pas encore eu l'occasion de se voir pour l'acquérir et me la faire dédicacer, mais ça viendra. Une bande dessinée qui s'appelle Si je reviens un jour, et qui retrace le destin tragique d'une lycéenne juive déportée et sa correspondance avec l'une de ses enseignantes. Alors ce soir, elle va nous parler principalement de son oncle de l'ombre et également de ses recherches. Elle pourra aussi, bien sûr, répondre à vos éventuelles interrogations avec son expérience pour vous aider si vous également vous lancez dans des recherches sur un ancêtre résistant. Voilà, donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à Stéphanie. Alors bonsoir à tous, merci Maurice. Je suis très contente d'inaugurer finalement ce cycle de conférences lancé par l'association. Ça fait déjà quelques années qu'on se connaît avec Maurice et qu'on travaille ensemble à travers l'association. Donc comme il le disait, moi je suis journaliste, donc je travaille pour France 24, la chaîne internationale de la France. Je travaille pour le service Internet, donc j'écris des articles sur l'actualité internationale. Donc ces derniers mois, ça a surtout été sur le Covid. Mais je me suis aussi spécialisée ces dernières années dans l'histoire de la Première Guerre mondiale. Donc j'ai couvert pendant 5 ans le centenaire de 14-18 et aussi dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, du fait de l'histoire de ma famille, dont je vais vous parler aujourd'hui, et que j'ai retracé donc, dans ce livre qui s'appelle Mon oncle de l'ombre, enquête sur un maquisard breton, et qui est sorti il y a 2 ans, en 2018.
Donc, je vais vous présenter un petit peu mes recherches et comment j'ai fait pour retracer le parcours de ce grand-oncle. Donc, je vais vous montrer des diapositives. Je vais partager mon écran. Voilà, ce sera plus simple de voir les documents. Vous n'allez plus voir ma tête, mais vous allez voir les documents. Donc, est-ce que cela fonctionne? Est-ce que vous avez tous les documents? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Voilà, donc ça, c'est la couverture de mon livre. Et donc, l'objet de cette conférence, c'est un peu de vous montrer comment, finalement, on peut sortir un ancêtre de l'ombre et retrouver, finalement, des traces de 70 ans après. Oui, il y avait quelqu'un me parlait? Non, c'est bon? Alors, déjà, moi, je vais vous raconter l'histoire de ma famille parce que ça part vraiment d'une recherche familiale. Du côté de ma mère, donc ma famille maternelle. Je vais vous présenter déjà ma famille. Donc ça, c'est une photo de mariage de mes grands-parents qui a été prise en 1950. Au centre, c'est mon grand-père qui s'appelait Félix Gondet. Et à ses côtés, c'est ma grand-mère qui s'appelait Célestine Jutel. Et cette photo a été prise donc en 1950 dans un petit village du Morbihan qui s'appelle Carreau. Voilà, pour ceux qui connaissent, voilà, j'ai mis une petite carte. Donc, c'est à l'est du Morbihan. C'est vraiment dans une région assez rurale. C'est ce qu'on appelle le pays de Malétroit. La grande ville des environs, c'est Malétroit et un peu plus loin, Ploërmel. Donc, ce serait vraiment dans une zone assez rurale du Morbihan, une zone agricole. Et donc, moi, j'ai grandi à Nantes, un peu plus au sud. Et j'avais l'habitude, quand j'étais petite, d'aller voir mon grand-père. J'ai malheureusement pas connu ma grand-mère, elle était déjà décédée à ma naissance, mais donc on allait régulièrement les week-ends ou les vacances voir mon grand-père. Donc ça, c'est mon grand-père et moi, juste à côté, il y a quelques années. Donc on allait dans sa ferme dans le Morbihan. Et quand j'étais petite, je savais que mon grand-père avait perdu son frère durant la guerre et qu'il avait été tué alors qu'il était résistant. Mais ça s'arrêtait à ça. J'ai jamais entendu mon grand-père en parler, j'ai jamais entendu parler de son frère. Je me souviens juste que quand on regardait, toutes les semaines à la télévision en France, il y a des films sur la guerre, il nous disait d'éteindre la télé parce que c'est pas beau ces choses-là, comme il disait. Mais il avait jamais du tout mentionné son frère. Je savais juste voilà, que son frère avait été tué durant la guerre. Et quand on allait chez lui, il y avait aussi donc le portrait de ce frère qui était dans sa chambre. Donc le portrait de ce frère qui s'appelait André Gondet. Et mon grand-père est mort quand j'avais 17 ans, donc je l'ai bien connu, mais finalement, j'ai jamais eu l'occasion d'évoquer avec lui cette histoire. Et c'est donc il y a quelques années, en fait, mon père s'est lancé dans la généalogie de la famille, c'est devenu vraiment une passion. Et moi, je me suis dit que j'allais aider mon père en travaillant plutôt sur les soldats de la famille. Et donc, en remontant l'arbre généalogique, la première personne sur laquelle je suis retombée, c'est finalement ce grand-oncle résistant, mort pour la France. Et je me suis dit, finalement, on est le héros, entre guillemets, dans la famille, mais personne n'est capable de m'en parler. Je ne sais même pas ce qui lui est arrivé. Donc voilà, il est mort dans la résistance, mais je n'ai aucun détail là-dessus. Et donc, j'ai décidé de me lancer dans des recherches. Donc ça, c'était en 2010. Donc ça fait 10 ans cette année, finalement. Voilà, les 10 ans de mes recherches. Et j'ai décidé tout simplement d'en savoir plus sur qui était ce grand-oncle résistant. Donc, pour commencer, j'avais vraiment très peu de choses. J'avais donc cette photo, qu'on avait bien sûr récupérée au décès de mon grand-père, ce fameux portrait de son frère André. Et j'avais aussi une date. Voilà, je savais qu'il avait été tué le 12 juillet 1944 dans un petit village qui s'appelle Plumelec, toujours dans le Morbihan. Donc, vous voyez, c'est dans un lieu-dit qui s'appelle Kéruel, une ferme, Kéruel. Donc, c'est toujours dans le même secteur, là, dans la région de Malétroit. Donc, vous voyez, pour commencer mes recherches, j'avais vraiment très, très peu d'éléments, finalement. J'avais une date et une photo. Je ne savais pas non plus grand-chose, finalement, sur l'histoire de ma famille. Je sais que mon grand-oncle et mon grand-père étaient nés dans un village qui s'appelle Boal, qui est juste à côté de Plumelec. Donc, ça, c'est la maison familiale. C'est là où vivaient mes arrière-grands-parents et c'est là où vit encore une grande tante. C'est resté une maison de famille. J'avais très peu de choses aussi sur mes arrière-grands-parents. Ça, c'est la seule photo qu'on ait d'eux et qui est extraite de la photo de mariage que je vous ai montrée
tout à l'heure. Donc ça, c'est mes arrière-grands-parents, donc Louis Gondet et sa femme Jeanne Menant. Mon arrière-grand-père était charron, c'est-à-dire c'est lui qui fabriquait les roues de charrette à l'époque. Et mon arrière-grand-mère tenait la ferme, en fait. Elle avait quelques bêtes. Et voilà, il travaillait bien modestement dans ce petit village qui s'appelle Boal, dans le Morbihan. Donc voilà, j'avais pas vraiment grand-chose. On n'avait pas récupéré de photos. Donc voilà, c'était une famille modeste. On n'a pas récupéré de courriers, de documents. Donc j'avais vraiment rien pour démarrer mes recherches. Donc en fait, quand vous démarrez, vous essayez de retracer le parcours d'un résistant, que ce soit quelqu'un de votre famille ou quelqu'un sur lequel vous travaillez. Finalement, la première chose à faire, c'est de se rendre sur le site Mémoire des Hommes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce site, c'est vraiment le point de départ pour toute recherche historique. C'est vraiment un site très important. C'est un site du ministère des Armées qui s'appelle Mémoire des Hommes, donc un site des archives du ministère des Armées. Et sur ce site, vous avez beaucoup de documents qui sont classés par conflits et opérations. Vous voyez l'onglet où c'est marqué conflits et opérations. Vous pouvez faire des recherches sur la Première Guerre mondiale. Par exemple, pour la Première Guerre mondiale, vous avez numérisé les 1,4 million de fiches de mort pour la France. Donc, vous pouvez taper votre nom de famille et vous allez certainement retrouver quelqu'un de votre famille qui est mort pour la France au cours de la Première Guerre mondiale. Et pour la Seconde Guerre mondiale, si vous allez dans la partie Seconde Guerre mondiale, vous avez cet onglet qui s'appelle Titres, homologation et services pour faits de résistance. Donc là, ils ont mis en ligne une base de données qui recense les dossiers individuels qui ont été établis pour faire reconnaître ou homologuer les personnes qui ont participé à la résistance. Donc ça correspond à 600 000 dossiers qui se trouvent physiquement au château de Vincennes, donc aux archives du ministère des Armées, au service historique de la Défense. Et dedans, on retrouve des dossiers de FFI, donc de Forces françaises de l'intérieur, de FFC, Forces françaises combattantes, ou encore FFL, Forces françaises libres. Donc, vous pouvez faire une recherche tout simplement par nom. Moi, quand j'avais débuté mes recherches il y a 10 ans, ça n'existait pas. Il fallait encore à l'époque envoyer un courrier au service historique de la Défense. Là, il faisait une recherche, il vous renvoyait un courrier, donc ça prenait plusieurs mois. Et donc maintenant, en 2 clics, vous avez déjà la réponse. Donc ça, c'est formidable, ça permet d'accélérer les recherches. Donc par exemple, si on tape André Gondet, on tombe directement donc, sur cette fiche qui nous renseigne et qui nous dit, donc on retrouve le nom de mon grand-oncle, André-Louis-Marie Gondet, qui est né le 28 février 1921, donc dans ce fameux village de Boal. Et on voit qu'il a été reconnu comme membre des Forces françaises de l'intérieur, donc FFI, et qui a une cote, c'est-à-dire un dossier qui porte le numéro GR16P 26 24 86. Donc tous les dossiers se présentent de la même façon pour les FFI, c'est GR16P et quelque chose avec les chiffres. Donc vous n'avez pas accès directement aux dossiers, ils ne sont pas numérisés parce qu'il y a un temps d'autorisation pour qu'ils soient numérisés, donc ce n'est pas encore le cas. Mais vous savez, grâce à cette base de données, que la personne a bien un dossier à Vincennes. Vous avez aussi, en fait, sur ce site, ils ont aussi mis en ligne, ce qui nous intéresse aussi, la liste des personnes qui ont été médaillées de la résistance française. Donc pareil, vous allez dans conflits et opérations Seconde Guerre mondiale et vous accédez à la base de données des personnes qui ont reçu la médaille de la résistance française. Et si on tape aussi le nom de mon grand-oncle, on voit que c'est marqué André-Louis Marie Gondet, alias Eugène. On retrouve sa date de naissance, Boal, et on voit qu'il a eu la médaille de la résistance en 2018. Donc ça, c'est des outils vraiment utiles. Alors, une fois que vous avez récupéré le numéro du dossier, vous pouvez aller sur le site du service historique de la Défense pour réserver en fait donc la cote, ce dossier, et aller consulter directement en salle au château de Vincennes ce fameux dossier. Donc là, c'était fermé à cause du confinement, mais ça réouvre à partir du 7 décembre, de ce que j'ai vu sur leur site. Donc on peut aller directement consulter chez eux les dossiers. Pour ceux qui habitent plus loin, effectivement, tout le monde ne peut pas aller forcément au château de Vincennes, surtout en ce moment. Vous pouvez aussi aller donc, sur le site du service historique de la Défense, donc ce qu'on appelle le SHD, et aussi demander une reproduction. Donc là, vous pouvez demander à ce que le dossier soit reproduit, à ce qu'il vous envoie des photocopies, moyennant le prix des photocopies, donc c'est dérisoire. Mais vous pouvez faire une demande de reproduction de dossier pour les gens qui ne peuvent pas forcément se déplacer.
Donc moi, à l'époque, je me suis rendue directement au château de Vincennes. C'est vraiment là où mes recherches ont débuté. Voilà. Donc ça, c'est la salle de lecture au château de Vincennes. C'est plutôt assez impressionnant parce qu'on est vraiment dans le château. Donc il y a des grandes peintures et voilà, c'est un lieu très très beau. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude de se rendre aux archives, c'est vraiment très intéressant rien que d'aller faire la visite là-bas. Et c'est vrai que moi, quand je m'y suis rendue, donc c'était au début de l'année 2012 pour consulter ce dossier. En fait, j'avais pas vraiment beaucoup de Excusez-moi, on n'a plus le partage d'écran. Enfin, moi, j'ai plus le partage d'écran. partage d'écran. Ouais, moi non plus. Ah, alors attendez. Je vais le remettre. Si Merci. c'est bon, en fait, vous cliquez Non, là, c'est bon? en bas à droite, vous avez 4 petits carrés qui font apparaître toutes les vignettes et ensuite vous pouvez cliquer sur la vignette correspondant aux planches. Et là, ça remarche ou pas? Oui, c'est bon. Là, d'accord. Oui. C'est bon pour tout le monde? Et donc, quand je me suis rendue aux C'est archives. bon, merci Maurice, ça marchait. Merci Maurice. Quand je me suis rendue aux archives, donc j'avais pas vraiment d'espoir. Je me disais que sur un petit FFI du Morbihan, finalement, il y aurait certainement pas grand-chose et que j'allais me retrouver avec une feuille. Et finalement, en fait, j'ai découvert un dossier assez important. Il y avait une dizaine de documents. Donc, ça se présente de cette manière. Hein, c'est à peu près tous les dossiers sont à peu près de la même façon. Donc, on retrouve la fameuse cote CSP 26 24 86. On voit que le sigle FFI est entouré et on retrouve date et lieu de naissance, 28 février 1921, dans le Morbihan. Donc, dans ce dossier, j'ai quand même appris des choses intéressantes et ce qui m'a surtout frappé en fait en découvrant ce dossier, c'est de voir qu'il avait été rempli par mon arrière-grand-père. Je ne m'attendais pas forcément à ça. Donc, c'est un dossier finalement administratif que mon arrière-grand-père a rempli pour faire reconnaître la qualité de FFI à son fils. J'ai trouvé ça très émouvant. Là, on voit que c'est signé le 28 février 1948, donc c'est presque 4 ans après sa mort. Mon arrière-grand-père est encore en train de signer des papiers pour faire reconnaître que son fils a été résistant. Donc, j'ai trouvé que c'était très émouvant. Et moi, j'ai pas connu mon arrière-grand-père, il est mort dans les années 50. Donc, j'ai trouvé que c'était aussi un peu comme un passage de témoin et de voir sa signature comme ça et ses documents qu'il avait touchés. C'était vraiment très, très fort. Voilà, rien ne remplace, c'est très bien Internet, mais quand on va voir des documents aux archives et qu'on touche les vrais papiers d'époque, c'est toujours une émotion très importante. Et surtout, dans ce dossier, en fait, j'ai quand même appris des choses qui m'ont permis de débuter mon enquête. Donc, j'ai vu que mon grand-oncle avait bien été reconnu comme FFI, donc membre des Forces françaises de l'intérieur, et qu'il faisait partie du 8e bataillon et de la 7e compagnie des FFI du Morbihan, et qu'il avait surtout participé à la bataille de Saint-Marcel. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît la bataille de Saint-Marcel, donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Je ne connais pas. Voilà, les combats de Saint-Marcel. Donc, pourtant, c'est l'une des batailles les plus importantes qui a opposé des résistants en France, et c'est la bataille la plus importante qui a eu lieu en Bretagne. Donc, c'est ce qu'on appelle les combats de Saint-Marcel. C'est un village qui se trouve dans le Morbihan. Là, c'est une photo de FFI de l'époque qui y ont participé. Alors, pourquoi il y a eu une bataille à Saint-Marcel? En fait, donc vous connaissez tous la date du 6 juin 1944, avec le fameux débarquement en Normandie. Mais en fait, au cours de cette même nuit, il y a eu aussi des opérations qui ont impliqué des soldats des forces françaises libres, et notamment des parachutistes qui ont été parachutés en 2 zones en Bretagne au cours de la nuit du 5 au 6 juin 1844. C'est ce qu'on a appelé les opérations Sam West et Dingson. Donc 2 équipes ont été parachutées dans les côtes d'Armor. C'était l'opération Sam West. Et 2 autres équipes ont été parachutées dans le Morbihan. Ça a été l'opération Dixon. Donc, le but de cette opération, c'était donc on a envoyé des commandos, c'était des parachutistes des forces françaises libres qui avaient été entraînés depuis des mois en Angleterre, qui avaient rallié l'Angleterre et qui étaient formés voilà, comme des commandos. L'idée, c'était qu'ils fassent des opérations de sabotage en Bretagne pour freiner notamment le renfort des forces allemandes vers la Normandie, et puis aussi
pour qu'ils commencent à équiper les résistants qui étaient déjà présents sur le territoire breton. Donc, ils ont été parachutés dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, donc dans la nuit du débarquement. Et donc, 2 équipes se sont retrouvées dans le Morbihan et ont été parachutées près d'un village qui s'appelle Saint-Marcel et qui avait déjà, en fait, ce village comptait une ferme qui s'appelait qui était la ferme d'une famille qui s'appelait les Ponts d'Art et qui avait déjà été utilisée au cours de l'année 1943 pour des parachutages d'armes. Et donc, au moment où ces parachutistes sont arrivés en Morbihan, il y a eu aussi un mot d'ordre pour les FFI des environs de se regrouper à Saint-Marcel, dans cette ferme, pour commencer à se regrouper et à mener l'insurrection contre l'occupant allemand. Et les parachutistes sont allés aussi dans cette ferme. Et pendant plusieurs jours, à partir du 6 juin 1944, il y a eu vraiment un rassemblement de personnes et de matériel. Donc, on estime qu'il y a eu à peu près 3000 personnes qui sont passées par cette ferme qu'on a appelée la Petite France. Donc, c'était des FFI un peu partout dans le Morbihan, des femmes, des agents de liaison et ces fameux parachutistes. Et au cours des jours qui ont suivi, il y a eu de nombreux parachutages d'armes autour de cette ferme à Saint-Marcel. Et finalement, ce qui devait arriver est arrivé. Au bout d'un moment, les Allemands se sont quand même rendus compte qu'il y avait toute cette concentration de soldats et de FFI dans cette ferme de Saint-Marcel. En fait, il y a une patrouille allemande qui est arrivée dans les environs au matin du 18 juin 1944. Et là, il y a eu un accrochage. La plupart des soldats allemands ont été tués ou faits prisonniers, mais il y en a un qui a réussi à s'échapper et a donné l'alerte. Et donc là, il y a eu vraiment un affrontement. Donc c'est pour ça qu'on parle de bataille. Toute la journée, il y a eu un affrontement entre les FFI encadrés par les parachutistes de la France libre et face aux Allemands. Et les Français ont réussi à tenir tête aux Allemands. Et à la fin de la journée, ils ont dû se disperser. Et ils ont évacué le camp, ils ont fait exploser les caches d'armes et ils se sont dispersés dans la nature. Et donc, j'ai appris que mon grand-oncle avait participé à cette fameuse bataille de Saint-Marcel. Et j'ai aussi appris d'autres éléments, en fait, dans son métier à Vincennes. J'ai vu qu'il s'était marqué, par exemple, qu'il était mécanicien dans une ville pas très loin qui s'appelle Guéhenno. Et il y avait des éléments assez contradictoires aussi. Là, par exemple, c'est marqué qu'il est rentré dans la résistance en janvier 1944. Et à d'autres moments, c'était marqué qu'il est rentré en résistance en juin 1944. Donc, les dossiers, ça vous donne des éléments, mais il ne faut pas non plus toujours que se fier à ça, puisque ça reste des documents écrits où il peut y avoir des erreurs. Donc, c'est bien d'avoir plusieurs sources toujours pour confronter les informations et récolter le maximum d'informations. Donc, une fois que donc je vous remonte ma tête un petit peu, une fois que j'avais récolté ces premiers éléments à travers ce dossier des archives de Vincennes, ce que j'ai fait dans un second temps, c'est d'essayer de retrouver des personnes qui avaient connu mon grand-oncle ou qui pouvaient me parler de cette période. Donc ça a été la partie peut-être un peu la plus difficile parce que quand j'ai commencé mes recherches, donc c'était 2011-2012, c'était des gens qui étaient déjà assez âgés, donc ça n'a pas été simple de les retrouver. Alors je vais rebasculer sur le diaporama. Mais j'ai quand même eu de la chance de retrouver quand même des derniers témoins, dont cette femme que je vous montre, qui s'appelle Simone Dugalès et qui est toujours en vie, et donc qui a pu notamment me parler des derniers moments de mon grand-oncle. Puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, après la bataille de Saint-Marcel, les résistants et les parachutistes donc, se sont dispersés dans la campagne environnante pour fuir les soldats allemands qui étaient à leur trousse. Et mon grand-oncle s'est retrouvé avec certains de ces parachutistes de la France libre. Et pendant plusieurs jours, ils se sont cachés dans différents endroits. Et le 11 juillet, ils se sont retrouvés dans la fameuse ferme de Kéruel à Plumelec, où ils sont restés toute une journée. Et au petit matin du 12 juillet 1944, ils ont été retrouvés par des soldats allemands et des Français
qui travaillaient pour l'Abwehr, donc les services de renseignement de l'armée allemande. Donc, c'était des collaborateurs français. Et ils ont été pris au petit matin. Et en fait, ce sont 18 personnes qui ont été exécutées, dont mon grand-oncle, des parachutistes, des résistants et les fermiers qui occupaient ces fermes. Et donc, cette femme, Simone Dugalès, était là ce matin-là. Elle était chez l'un de ses oncles. Et elle assistait à ce massacre. Elle avait donc 14 ans. Et donc, je l'ai retrouvée en 2012. Et c'était un moment extrêmement fort parce que c'est une femme qui n'avait jamais parlé de ce qu'elle avait vécu jusque-là. Sa fille savait qu'elle avait assisté à ce massacre, mais elle n'en avait jamais parlé devant sa fille. Donc, c'est vraiment moi, en allant chez elle, en faisant cette démarche, qui a fait que cette femme, 70 ans après, on a parlé pour la première fois. Et donc, vous imaginez le traumatisme qu'elle a pu vivre. Donc, elle avait que 14 ans quand elle a assisté à ces exécutions. Donc, en fait, ils ont pris les hommes de ces fermes, ils ont quand même épargné les femmes. Donc, Simone a été épargnée à ce moment-là. J'ai aussi retrouvé ce monsieur qui s'appelle André Danet, qui était l'un des fils des fermiers. Donc là, on est sur les lieux du massacre, dans la ferme de Plumelec à Keruel. Et lui avait réussi vraiment à s'échapper in extremis. Il avait 17 ans à l'époque, il est décédé depuis. Et donc, il m'avait raconté vraiment ce qui s'était passé, comment ça s'est déroulé, le massacre, comment ils ont pris les uns et les autres voilà, pour les exécuter. J'avais aussi retrouvé cette femme qui s'appelait Augustine Pedrono et qui est aussi décédée depuis. Donc, en fait, je vous disais que c'était vraiment in extremis pour rechercher les témoins, parce que la plupart des gens qu'elle, je l'ai rencontrée 2 mois après, elle est décédée, je crois. Donc, c'était, voilà, j'ai bien fait de commencer mes recherches à ce moment-là, parce que si j'avais commencé mes recherches aujourd'hui, j'aurais certainement pas eu autant de témoignages. La plupart des gens sont décédés depuis. Et elle se souvenait très bien de mon grand-oncle, puisqu'il s'était caché dans un village, le village de Guénaud, sur lequel j'avais vu la mention dans le dossier. Mais elle le connaissait sous un faux nom, en fait. Elle ne le connaissait pas sous le nom d'André Gondet, mais il avait pris un faux nom, il s'appelait Jean Le Boal, donc il avait pris le nom de son village, et il s'était caché dans ce village alors qu'il était dans la résistance. Et donc cette femme a pu me parler de lui, et c'était un moment très émouvant. J'ai essayé aussi de savoir pourquoi il s'était finalement engagé dans la résistance. Donc ça, c'est une plaque qui se trouve dans son village de Boal, dans l'église. Donc on voit qu'il est mentionné parmi les morts de 39 à 47, parce qu'il y en a un qui est mort en Indochine. Et donc j'ai continué, après avoir récolté des témoignages de gens qu'il avait connus ou qui avaient été dans la résistance, j'ai continué à aller d'archive en archive. Alors, des archives qui peuvent vous être aussi très utiles quand vous travaillez sur un membre de la résistance, c'est aussi les archives départementales qui possèdent des dossiers sur les résistants locaux, et notamment les dossiers des combattants volontaires de la résistance. Donc, c'est un autre statut qu'on pouvait obtenir quand on avait été dans la résistance. C'est le cas de mon grand-oncle, en fait. Encore une fois, c'est mon arrière-grand-père qui a fait ce dossier pour que son fils soit reconnu comme combattant volontaire de la résistance. Ça donnait droit à certains droits. Et donc, ces dossiers de combattants volontaires de la résistance ne se trouvent pas aux archives de Vincennes, mais aux archives départementales. Et c'est à peu près la même chose, hein. C'est des archives assez administratives, mais ça vous donne d'autres documents sur la personne sur laquelle vous travaillez. C'est toujours intéressant de se rendre à ces archives départementales. J'ai aussi été aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine. Donc là, je vous parlais de celles du Morbihan. Mais les archives départementales d'Ille-et-Vilaine ont été intéressantes pour mes recherches parce que c'est aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine qu'il y a les archives judiciaires. Et donc, comme mon grand-oncle a été tué au cours d'un massacre, il y a bien sûr eu une enquête et un procès. Et donc, les archives de cette enquête se trouvent aux archives à Rennes, aux archives d'Ille-et-Vilaine. Et j'ai notamment retrouvé ce procès verbal où les gendarmes se rendent chez mon arrière-grand-père et lui demandent les conditions, comment a été tué son fils. Donc ça, c'était aussi très émouvant parce que c'est un témoignage direct de mon arrière-grand-père qui raconte aux gendarmes ce qu'il sait sur la mort de son fils. Donc c'est toujours très émouvant de lire ces quelques lignes aussi. Il y a d'autres archives qui peuvent être aussi plus étonnantes. En fait, il faut vraiment fouiller partout pour découvrir des choses.
Et notamment, je vous conseille aussi d'aller aux archives religieuses. Moi, par exemple, je suis rendue aux archives du presbytère de Malétroit, donc la fameuse ville, la grande ville du coin où se passe cette histoire, parce que les archives religieuses de l'église du coin disposent aussi de documents très intéressants. Et moi, par exemple, j'ai retrouvé aux archives du presbytère un carnet qui avait été écrit par le curé de Boal, donc le village de mon grand-oncle, et dans lequel il parlait des morts de la guerre 39-45, et il y avait notamment quelques lignes sur mon grand-oncle. Et donc ça, c'était aussi un témoignage très intéressant. Donc les curés ont souvent écrit pas mal de choses au cours des conflits, et donc ça permet aussi de trouver d'autres sortes de documents. Donc souvent on n'y pense pas, mais les archives religieuses peuvent donner aussi pas mal de choses sur l'histoire de nos familles. Et donc je vous conseille d'y aller. Et puis ils sont souvent très sympathiques et heureux de nous montrer leurs archives. Un des autres centres d'archives très importants, c'est le service historique de la Défense à Caen. Tout à l'heure, je vous parlais du service historique de la Défense à Vincennes. En fait, il y a plusieurs services historiques dans plusieurs villes en France. Et pour ce qui nous concerne, le service historique de défense de Caen, ils ont un bureau qui s'appelle le Bureau des archives des victimes des conflits contemporains. Donc c'est un peu barbare comme ça. Mais en fait, dans ce bureau, ils disposent des dossiers des personnes qui ont donc été victimes de la Seconde Guerre mondiale. Donc vous avez les dossiers des personnes qui ont été déportées, les dossiers des prisonniers de guerre, les dossiers des travailleurs forcés, les dossiers des fusillés. Et donc, je leur ai demandé s'ils avaient des choses sur mon grand-oncle. Et effectivement, ils avaient un dossier en tant que fusillé sur mon grand-oncle. Et j'ai aussi appris, qu'il avait été travailleur forcé en Allemagne. Et c'est comme ça que j'ai compris comment il s'était engagé dans la résistance, ce que je ne savais pas. C'est qu'avant de rentrer dans la résistance, il avait été envoyé pendant 1 an au service du travail obligatoire en Allemagne, à partir de novembre 1942 jusqu'à décembre 1943. Et c'est après avoir eu une permission pour revenir en Bretagne et qu'il a décidé de ne pas revenir en Allemagne et qu'il s'est caché dans le fameux village de Guéhenno sous un faux nom et qui, de fil en aiguille, il s'est retrouvé à s'engager dans la résistance. Donc c'est grâce au service, au SHD de Caen aussi que j'ai pu avoir des documents sur son statut de travailleur forcé. Ce qui est intéressant aussi, c'est les ouvrages locaux. Donc là, j'ai retrouvé un livre sur le village de Boal. Donc il y a souvent des gens, des anciens instituteurs, des anciens curés qui ont écrit sur l'histoire des villages de vos familles. Donc c'est pas toujours des livres qu'on trouve à la Fnac ou sur Amazon, mais on peut les trouver d'occasion ou qui ont été auto-édités. Mais ce sont souvent des sources très importantes sur l'histoire d'un village. Donc il faut toujours chercher s'il n'y a pas un livre qui a été écrit sur les villages de vos familles. Et pour en savoir plus sur le parcours de mon grand-oncle en Allemagne, il y a un site que je vous conseille aussi qui est très intéressant. C'est le Service international de recherche, donc les archives d'Arolsen. C'est une ville en Allemagne où ont été regroupés après la guerre des millions de documents qui ont été retrouvés par les Alliés au sujet des victimes, des personnes qui ont souffert du conflit. Et donc, vous pouvez aller sur ce site, ils ont numérisé beaucoup de choses et avoir des documents aussi sur les personnes qui se sont retrouvées déplacées au cours du conflit. Et par exemple, donc moi, ils ont retrouvé pour mon grand-oncle les lieux où il avait travaillé en Allemagne. Donc, ça, c'est cette fiche de travailleurs forcés. Il y a d'ailleurs une erreur sur son nom, ce qui a été un peu compliqué pour retrouver la fiche. Là, c'est marqué Goudet André. Donc, on voit qu'il y a ville de Boal. Donc là, c'est marqué Boal. Et on voit donc qu'il a été envoyé dans une ville près de Karlsruhe, à Bretonne, où il a travaillé donc, de décembre 1942 à décembre 1943. Donc, ce sont eux qui ont envoyé ces documents. Voilà, ce sont des documents très précieux. Donc, j'enlève ma tête quelques petites secondes. Je remets ma tête quelques petites secondes. Et donc voilà ce que j'ai retrouvé un petit peu au niveau des archives. Là, je vous fais un petit peu un condensé, parce que bien sûr, il y a eu d'autres choses. Mais aussi, ce que je voulais en fait comprendre, c'est pourquoi j'ai mené ces recherches. C'est pourquoi pendant toutes ces années, on n'avait pas parlé de mon grand-oncle, en fait. Pourquoi il était vraiment pas tombé complètement dans l'oubli, parce qu'on savait qu'il avait été tué pendant la guerre, mais pourquoi il y avait tout ce silence autour de lui, et pourquoi mon grand-père n'avait pas transmis finalement d'informations sur lui et sur ce qui s'était passé. Donc j'ai essayé de comprendre pourquoi il y avait ce silence.
Et finalement, au cours de mes recherches, j'ai compris petit à petit que mon grand-père avait essayé de nous préserver aussi de cette histoire parce qu'elle était particulièrement douloureuse en fait, et particulièrement difficile à transmettre à sa famille. Et au cours de mes recherches, je me suis rendu compte que voilà, c'était un épisode particulièrement dur. La photo que je vous montre, en fait, c'est une photo qui a été prise le jour du massacre. Donc, je me suis rendu compte au cours de mes recherches que le massacre avait été photographié par les personnes qui l'avaient été commises. Donc, quand vous découvrez ça, voilà, donc on voit les hommes, donc ces fameux collaborateurs français qui ont effectué ce massacre et qui se sont pris en photo après avoir commis ce massacre. Donc, l'une des personnes qui est au sol, c'est donc mon grand-oncle et ses camarades qui ont été tués ce jour-là. Et donc, en voyant ça, je me suis aussi dit, j'ai aussi compris que peut-être que pour mon grand-père, c'était difficile aussi de transmettre cette violence extrême. Comment expliquer à ses enfants la façon dont son frère avait été tué. Et je pense qu'il voulait nous préserver aussi de ces horreurs et puis tout simplement survivre à tout ça et reprendre le cours normal de leur vie. Donc voilà, donc ces photos terribles témoignent de ça. Et au cours de mes recherches, j'ai aussi donc voulu comprendre qui était, en fait, je voulais pas juste travailler sur finalement que les résistants, mais aussi comprendre comment des Français avaient pu tuer d'autres Français au cours de ce massacre. Donc tout à l'heure, je vous montrais donc juste avant la photo du massacre. Donc l'une des personnes qui figure sur cette photo, c'est cette personne-là qui s'appelle Louis-Maurice Zeller et qui était un peu le chef de ses collaborateurs de l'Abwehr, de ses agents de l'Abwehr. Et c'est un Français. Et donc j'ai voulu comprendre comment, comment cet homme en était arrivé à tuer d'autres Français. Donc lui, il a un parcours aussi assez intéressant, assez fascinant. Bon. Donc ce Louis-Maurice Zeller est un ancien officier de la marine française qui a été notamment cité à 2 reprises au cours de la Première Guerre mondiale. C'est un héros de la Première Guerre mondiale. Il a notamment participé à la campagne des Dardanelles. Et après, il a été muté au Tonkin, où là, il était dans la mais il est tombé dans une addiction à l'opium et il a été viré, si on peut dire, de l'armée. J'ai même retrouvé cette petite archive où, à mesure disciplinaire, le lieutenant de vaisseau Zeller a été placé dans la position de réforme par mesure disciplinaire. Donc, il a été viré de l'armée au cours des années 20. Et après, il a eu une carrière de journaliste. Il vivait à Paris. Il a fait beaucoup de journalisme radio, de journalisme sportif. Et quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté, il a voulu réintégrer l'armée, mais vu ses états de service, on lui a dit non. Et donc, il n'a pas pu réintégrer l'armée et participer au combat de 1940. À ce moment-là, après, il vivait à Erquy, donc c'est dans les Côtes-d'Armor, dans la maison de sa belle-mère. Et un jour, donc, alors que les Allemands occupaient la France, il était sur un canot au large, donc c'est près de Erquy, c'est sur la côte, et il a été sauvé de la noyade par 2 soldats allemands. Et donc, la légende veut qu'il a entretenu une amitié avec ces soldats allemands. Et de fil en aiguille, cette amitié s'est transformée en autre chose. Il a fini par s'engager dans la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, donc dans la LVF. Il est carrément parti pour le front de l'Est. Bon, ça n'a pas duré longtemps parce qu'il n'était pas dans une grosse forme physique. Donc, il est revenu en Bretagne où là, à Saint-Brieuc, il a dirigé un bureau de recrutement pour la LVF, donc pour la Légion des volontaires français contre le bolchevisme. Mais là aussi, ça n'a pas très bien marché. Il a fini par se faire virer parce qu'il avait des problèmes d'argent, notamment dus à ses diverses addictions. Mais il a fini par être recruté par le SD de Saint-Brieuc, donc les services de renseignement de la SS. Et là, on lui a donné pour mission de pourchasser les résistants, les réfractaires au STO. Et ce monsieur s'est retrouvé très efficace. Donc là, on le voit avec son costume, son uniforme de la LVF. Il s'est retrouvé, il était très efficace pour pourchasser les résistants. Après, il a été engagé par l'Abwehr, donc les services de renseignement de l'armée allemande à Quimper, où là aussi, dans le Finistère, il a mené de nombreuses missions. Il a fait arrêter de nombreuses personnes qui ont fini par être déportées, qui sont mortes en déportation. Et au début de l'été 1944, il a eu pour mission
de pourchasser donc, les résistants qui avaient participé à la fameuse bataille de Saint-Marcel. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, il a retrouvé mon grand-oncle et ses camarades. Et le 12 juillet 1944, il a participé à leur exécution dans cette ferme. Et ce monsieur-là qu'on retrouve sur cette photo qui a été prise lors de son procès a été jugé en mai 1946 à Rennes, puisqu'il il avait réussi à s'enfuir en Allemagne, mais il a été arrêté. Donc on l'a renvoyé en Bretagne où il a été jugé et il a été exécuté en juillet 1946 avec 2 de ses camarades de l'Abwehr. Donc ça, c'est le personnage un peu terrible de cette histoire. En fait, une histoire tragique de cet ancien officier français qui en vient à porter l'uniforme allemand et qui se retourne contre ses compatriotes. Mais il y a aussi des héros dans cette histoire, dont le capitaine Marienne, qui est compagnon de la Libération. Là, on parle en ce moment, voilà, il ne nous reste plus qu'un compagnon de la Libération. Et donc, le capitaine Marienne fait partie de ces 1038 compagnons de la Libération. Donc, lui, c'est un homme qui était pied noir, donc qui était originaire d'Algérie, et qui avait commencé sa carrière, plutôt une carrière artistique, plutôt dans le cinéma. Après, donc, il a participé au combat de 1940. Il a été fait prisonnier, mais il a réussi à s'échapper. Il a rejoint l'Afrique du Nord, puis Gibraltar, puis l'Angleterre, où là, il s'est engagé dans les parachutistes de la France libre. Et c'était vraiment un meneur d'hommes exceptionnel, de ce qu'en disent les gens qui l'ont connu. J'ai retrouvé pas mal de gens qui l'avaient connu. Et donc, il est parachuté dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 en Bretagne, dans le Morbihan. Et il participe à cette fameuse bataille de Saint-Marcel, où il a vraiment acquis une légende. On l'appelait le lion de Saint-Marcel, parce qu'il a vraiment mené les FFI et les parachutistes tout au long de cette journée du 18 juin 1944. Et mon grand-oncle, après la bataille de Saint-Marcel, s'est retrouvé dans un groupe avec lui. Et malheureusement, voilà, le 12 juillet 1944, il a été exécuté avec ses hommes dans cette ferme de Kéruel. Et donc, il a obtenu le titre de compagnon de la Libération voilà, après ses faits d'armes. Et il reste vraiment très connu en Bretagne pour ses actions. Voilà, le capitaine Marienne. Il y a eu aussi un film qui a été fait après-guerre, qui s'appelle Le Bataillon du ciel, d'après un roman de Joseph Kessel, et l'un des personnages est inspiré du capitaine Marienne. Ça a été l'un des gros succès de l'année 1947, donc, Le Bataillon du ciel, qui est inspiré de son histoire. Je me suis aussi rendu compte en fait que cette histoire était encore très vivante. Ça, c'est une photo des cérémonies. Tous les ans, il y a des cérémonies à la ferme de Kéruel en hommage aux résistants, aux parachutistes et aux fermiers qui ont été tués ce jour-là. Mais que c'est une histoire encore très, très sensible. Parce que voilà, on ne sait pas exactement qui a mené, enfin quelles informations menaient jusqu'à la ferme, qui a parlé. Donc c'est encore un sujet très sensible, et ça je pensais pas avant de commencer mes recherches que ça pourrait gêner certains, voilà, que c'est encore très difficile d'en parler, même encore aujourd'hui, parce que c'est pas une histoire, c'est pas complètement du passé. Il y a encore des gens qui ont vécu cette période, même s'ils sont en train de disparaître en ce moment. Qui ont vécu cette période, qui sont toujours en vie. Et donc, il y a toujours des tensions très fortes autour de cette histoire. Mais voilà, donc avec mon livre, finalement, j'ai essayé de retracer le parcours de mon grand-oncle, mais j'ai aussi, donc, que je retrace dans cet ouvrage, mais j'ai aussi voulu qu'il y ait des traces, en fait, pas seulement un livre, mais je me suis rendu compte qu'il y avait à peu près pas grand-chose pour rappeler son souvenir. Donc, il y avait son nom sur le monument aux morts de son village de Boal, qui avait aussi son nom dans une plaque dans l'église. Mais à part ça, il n'y avait pas vraiment de choses pour honorer son engagement et son sacrifice. Et donc, il y a quelques années, j'ai demandé à la mairie de son village de Boal de faire en sorte qu'il y ait une rue ou quelque chose qui porte son nom. Et finalement, ils étaient en train de faire construire un nouveau chemin dans le village. Et donc, ils ont décidé de lui donner son nom. Donc, en 2017, on a inauguré le chemin André Gondet avec une plaque
qui retrace son parcours. Donc voilà, il y avait des gens en tenue d'époque qui étaient venus pour cette cérémonie. C'était à l'occasion du 11 novembre. Et donc, c'est un chemin en plus qui passe devant la ferme de mes arrière-grands-parents et devant l'école où il était quand il était petit. Donc, c'est très émouvant. Puis, dans l'idée de transmission aussi, voilà, les enfants, quand ils vont sur le chemin de l'école, ils passent devant le chemin André Gondet. Ils peuvent lire ces quelques lignes qui lui sont consacrées. Et je me suis aussi rendu compte qu'il n'avait pas eu la médaille de la résistance française. Certainement parce que mes arrière-grands-parents sont décédés quelques années après, qu'ils n'avaient pas fait la démarche, qu'ils ne savaient peut-être pas qu'on pouvait faire la démarche. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'on pouvait toujours demander à ce qu'il y ait, à ce qu'on obtienne cette médaille pour les personnes qui ont été tuées au cours du conflit pour des actes de résistance, donc à titre posthume. Donc je me suis lancée dans cette. J'ai monté un dossier pour qu'il obtienne la médaille de la résistance. Donc ça a duré à peu près 2 ans, parce qu'il a fallu déjà que je contacte le bureau des décorations du ministère de la Défense, qui après m'a renvoyé à l'ordre de la libération, qui doit faire une commission, une réunion, pour statuer, donner un avis favorable ou défavorable à la demande. Donc ça, ils ne le font que quelques fois par an, donc ça prend du temps. Après, ils renvoient leur avis au ministère des Armées. La ministre des Armées statue, et après, c'est finalement le président de la République qui donne son feu vert par un décret. Donc, il y a eu un décret le 4 avril 2018 portant attribution de la médaille de la résistance française à titre posthume pour mon grand-oncle André. Et il a finalement donc obtenu la fameuse médaille de la résistance que vous devez tous connaître puisque vous faites partie de l'association. Et donc, en février 2019, donc ça fait un peu plus d'un an, 1 an et demi, il y a finalement une cérémonie qui a été organisée donc, à l'ordre de la libération aux Invalides, en hommage à mon grand-oncle et à 2 autres résistants. Et donc, c'est mon neveu qui s'appelle Evan, 4 ans, qui est donc le plus jeune de la famille, qui a reçu au nom de mon grand-oncle cette médaille. Donc, il y avait 2 médaillés de la résistance qui sont derrière lui, qui étaient là au cours de cette cérémonie. Et donc, c'est lui qui a reçu à titre posthume la médaille pour mon grand-oncle. Je peux vous passer vite fait quelques images de cette cérémonie. Je vais vous montrer une petite vidéo. Je vais vous montrer les premières minutes où on voit la remise. Voilà, la remise de la médaille. Bon, après, le film revient sur toutes les recherches, donc je ne vais pas tout vous passer. Alors, est-ce que là, vous me voyez? Voilà. Là, vous me voyez ou je suis revenue ou pas? Oui, Oui, c'est oui, bon. on vous voit. Donc voilà, Pas le partage d'écran. Hein. voilà, donc au bout finalement de ces 4-5 ans de recherche, donc ça a été vraiment un aboutissement. La médaille de la résistance, ça mettait vraiment un point final à ces recherches parce que j'ai estimé que j'avais fait tout ce que je pouvais pour honorer la mémoire de mon grand-oncle et ça a été vraiment une très belle cérémonie. Et depuis, j'incite vraiment, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir lors de conférences ou de dédicaces pour me parler de résistants de leur famille, qui ne savent pas forcément qu'on peut encore obtenir cette médaille, même après toutes ces années. Donc, je les oriente pour qu'ils puissent faire même leur dossier, même si ça peut paraître un peu fastidieux, et que voilà, il y a encore aujourd'hui des gens qui obtiennent cette médaille. Donc, c'est pour ça que j'œuvre aussi avec l'association, parce que aussi ces cérémonies, c'est l'occasion aussi de réunir les familles, de faire une véritable transmission vers la nouvelle génération. Moi, mon neveu était petit, il a 4 ans, mais je pense que là, la médaille, ça reste, il m'en reparle souvent. Donc, c'est lui qui, plus tard aussi, va porter la mémoire de mon grand-oncle. Donc, il y a une vraie transmission
de génération en génération. Donc c'est pour ça, et ça permet aussi de continuer à faire entretenir l'esprit de la médaille de la résistance encore aujourd'hui. Donc voilà pour ces recherches autour de mon grand-oncle. On peut passer à un moment de questions si vous en avez ou de réactions sur cette histoire. Bravo pour l'exposé, extrêmement clair. Merci beaucoup. Merci. Je ne vois plus ma tête. Ah, si, c'est là, d'accord. J'ai partagé avec Stéphanie exactement la même démarche il y a un peu plus longtemps, il y a 14 ans pour moi. Et comme elle, j'ai pensé à commencer par les témoins. Alors mon père a été tué, il était plus âgé que son grand-oncle. Si j'ai bien compris, il est mort à 23 ans, mon père a 39 ans. Mais j'ai commencé par les témoins et du coup, j'ai la même expérience que Stéphanie. J'en ai trouvé 11, mais le temps qu'on fasse les recherches, qui est très très long, ils sont quasiment tous morts. Donc j'ai passé beaucoup de temps dans les cimetières et dans les églises. Et alors, ça dépend, il y a des enfants qui prennent le relais, puis il y en a d'autres qui ne prennent pas. Voilà, mais j'ai partagé tout à fait cette expérience. Deuxième expérience que j'ai partagée, c'est le dénonciateur de mon père. J'ai retrouvé son dossier, j'ai eu une dérogation, il fallait monter jusqu'au ministre pour l'avoir. Ah oui, à l'époque. Instruction de son procès, il a été condamné à 20 ans de travaux forcés et à l'indignité nationale. Mais j'ai retrouvé toutes les minutes de son procès avec les témoins qui ont témoigné contre lui. Et donc, je connais tout de lui, exactement comme Stéphanie l'a fait pour pas celui qui a dénoncé, mais celui qui a tué son grand-oncle. Enfin, si, qui a fait tuer son grand-oncle. Oui. Donc, j'ai partagé beaucoup de... Voilà. Une petite précision, quand vous cherchez les dossiers au SHD ou BASSV à Caen, ce qu'il faut, c'est la date de naissance. Parce qu'il y a des homonymes, et il faut... L'essentiel, c'est la date de naissance pour être sûr d'être sur le bon dossier. Et quelles étaient les motivations de la personne qui a dénoncé votre père? C'était lui, il était commandant d'une écoute radio dans l'armée française, et officier de l'armée française, et c'était l'un de ces radios qu'il a licencié pour faute professionnelle, il est passé à la milice, et de la milice, il l'a dénoncé. D'accord. C'est un peu le même système, hein. Oui, mais effectivement, oui, le même parcours. Et pareil aussi, je savais que mon père, il y avait déjà 2 rues en France qui portaient son nom. Je savais que c'était un héros de la résistance, mais on n'en parlait jamais, jamais, jamais. C'est pour ça que j'ai fait mes recherches. De la même façon, on n'en parlait pas, et je crois que c'est la même raison, c'est pour ne pas charger les enfants d'une mémoire trop lourde. Et du coup, c'est à quel âge que vous avez commencé à faire vos recherches? Oh ben, moi, il y a 15 ans, donc j'étais déjà à la retraite moi-même. Qu'est-ce qui vous a poussé à ce moment-là à le faire? Le temps que j'avais de disponible. Il y avait longtemps que je voulais le faire, mais je n'avais pas le temps. D'accord. Et là, de découvrir, par exemple, le délateur, qu'est-ce que ça vous a fait ressentir? Ben oui, voilà, j'ai appris. Mais enfin, les témoins que j'ai retrouvés, ils étaient très contents qu'on parle d'eux, parce que moi, j'ai parlé non seulement de mon père, mais de tous ses compagnons de résistance. Et j'ai publié un livre aussi, comme vous. D'accord. Qui s'appelle? Il s'appelle « Les écoutes radio dans la résistance française ». D'accord. Et il y en a un autre qui a publié aussi un livre, là, qui est en train de vous écouter. Richard, à toi de jouer. Oui, en effet, mais enfin, bon, on n'est pas là pour faire de la publicité. Non, mais moi, j'ai suivi vraiment la même... Enfin, elle a suivi, parce que j'ai commencé avant elle, la même démarche que Stéphanie, et je suis très touché de l'avoir écoutée. Elle explique très, très bien, c'est très clair. Oui, moi, ma démarche, je ne sais pas si ça peut intéresser d'autres, c'est... Mon grand-père était l'un des dirigeants du réseau Alliance, et il a été fusillé dans la prison de Fribourg lorsque l'armée américaine arrivait. C'est pas de chance. Et moi, j'ai cherché d'abord à travers ma famille, parce qu'il y avait quand même des photos, il y avait des choses qui existaient, mais dans le réseau Alliance, c'était tous des espions, donc ils ne laissaient pas de traces. Et ça a été très difficile. Pour retrouver des traces qui, en principe, ne devaient pas exister. Ouais. Donc là aussi,
j'ai cherché dans les archives allemandes, puisqu'il a eu un simili-procès. Il n'a pas vraiment eu son procès, mais il y a eu des recherches par les Allemands sur son passé, et c'est sur ce qu'il était dans le réseau Alliance. Donc par là, j'ai trouvé pas mal de choses. C'était très, très intéressant d'ailleurs. Les archives allemandes sont très intéressantes quand on arrive à les retrouver, parce que beaucoup d'archives allemandes ont été brûlées malheureusement, volontairement par les Allemands aussi. Sans cela, j'ai eu quelques témoignages, mais vous savez, malheureusement, les témoins, ils sont quasiment tous morts. J'ai eu 2 témoins importants qui sont décédés maintenant. Moi, j'ai fait mes recherches il y a une vingtaine d'années. Ils étaient déjà très âgés. Aujourd'hui, ils ont disparu. Donc, ça devient de plus en plus difficile pour les témoignages, indéniablement. Et j'ai fait aussi un livre sur toute la vie de mon grand-père, parce que c'était un homme très particulier dans l'armée. Il était colonel d'aviation dans l'armée de l'air. Et donc, il a eu une histoire un peu rocambolesque. Il a fait 14-18, il a fait le Maroc, il a fait l'Indochine. Donc, vous voyez, ce sont d'autres guerres. Et puis ensuite, il est rentré dans le réseau, dans le réseau Alliance par l'un de ses amis qui était le numéro 2, qui était Léon Faye. Donc, moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Radio Topinambour. Radio Topinambour parce que en tant qu'aviateur, il savait manipuler la radio. À l'époque, vous savez, c'était des radios qu'on ne connaît plus, évidemment. Hein. C'était du morse. Hein. On parlait en morse. Et comme il avait un grand terrain à côté de Sarlat, il avait fait pousser des topinambours. Les topinambours, je ne sais pas si vous connaissez, ça fait plus de 3 mètres de haut, le cas échéant, quand la terre est bonne. Donc, vous rentrez dans les topinambours et vous faites ce que vous voulez dans votre pré. Et c'est comme ça qu'il arrivait à transmettre aux Anglais des informations cruciales. Voilà. Et du coup, j'ai appelé ça Radio Topinambour. Voilà. Mais mes recherches sont un peu plus particulières. Bien sûr, j'ai trouvé des choses très intéressantes à Vincennes, au château de Vincennes. Ça, vous avez tout à fait raison. C'est la base où il faut commencer, indéniablement. Hein. Ensuite, on cherche à droite, à gauche, comme vous avez fait, effectivement. Et mes félicitations, vous avez fait de très belles recherches. Merci. Je n'ai pas encore lu votre livre, mais je vais le faire. Moi aussi. Oui. Je crois qu'on va tous, en tout cas une bonne partie d'entre nous, nous allons faire cet effort. Ah, vous pouvez demander au Père Noël. Voilà. Il a été publié où? Pardon? Il a été publié où, votre livre? C'est un éditeur qui s'appelle Skolvrez, c'est un éditeur de Morlaix, c'est un éditeur breton. Ah, d'accord. Vous pouvez le commander dans n'importe quelle librairie. D'accord. Voilà. Je salue Lionel Boucher qui est avec nous de l'Ordre de la Libération. Ah oui. Où est-ce qu'il est, Lionel Boucher? Bonsoir tout le monde. Bonsoir Lionel. Excusez-moi du retard, malheureusement. Bonsoir Raymond, bonsoir Lionel. Bonsoir à tout le monde, à ceux que je connais la plupart et ceux que je ne connais pas. Je suis super content qu'il y ait du monde pour cette première. Et bravo à toi, C'était Stéphanie. une très très belle conférence. Bravo. Pas étonnant de la part de Stéphanie. Alors, en complément des sources d'informations et archivistiques que Stéphanie a indiquées, il y a bien sûr, pour ceux qui sont déjà médaillés de la Résistance, les archives de la Commission nationale de la médaille de la Résistance que gère notamment Lionel. Donc, oui, tout à fait. D'informations complémentaires, bien sûr, des autres sources que Stéphanie a mentionnées, services historiques, mais aussi les archives départementales, voire municipales, ou des archives parfois privées aussi, associatives, dans lesquelles on peut trouver des choses très intéressantes. Et puis, voilà, toutes les différentes sources que l'on peut explorer. Et bien sûr, comme Stéphanie l'a mentionné, les archives aussi dites de la répression, qui donnent un aspect complémentaire à ces recherches. Et rappelez aussi que Lionel aussi collecte des archives et notamment cherche les photos des médaillés de la Résistance. Oui, les familles sont importantes pour étoffer les dossiers, bien sûr. La plupart ici le savent, je leur ai déjà dit, mais il ne faut vraiment pas hésiter. C'est vrai que
Le but maintenant, c'est de faire ce qu'on a fait pour les compagnons, qu'on fasse la même chose pour les médaillés de la Résistance française. Et donc, bon, on n'aura pas la place de mettre tout ça dans le musée, mais en termes informatiques, on pourra vraiment les mettre en valeur. Et donc, une photo sur un nom, c'est formidable. Surtout d'époque, c'est encore mieux. Et donc là, il ne faut pas hésiter à faire remonter l'information et collecter pour la mémoire. Je vais rajouter un petit mot puisque j'ai été interrogé, on m'a demandé de parler. Pour tous les résistants qui étaient membres du réseau Alliance, si vous en avez ici, notre association fait des recherches elle-même, et parce qu'on a des archives Alliance, hein, donc ça peut apporter beaucoup d'éléments pour pour des informations complémentaires ou pour vérifier qu'ils étaient bien du réseau. J'indique simplement le site, c'est réseaualliance.org, donc c'est très facile à rentrer dedans et vous demander des informations et on vous les donnera. Voilà. Merci. Je sais pas, il y a une dame qui voulait parler, non? Qui avait une question? Non, je sais pas. Oui, j'ai une question, moi. Oui. Pour vous. Dominique Chasguet, j'ai réussi à rentrer tardivement dans la réunion parce que je n'arrivais pas à me connecter. D'accord. Je voulais simplement savoir, est-ce que votre grand-oncle a eu la croix de guerre? Oui, alors j'ai récupéré, je vais vous montrer, j'ai récupéré sa citation. J'ai sa citation qui est ici. Voilà. Ça a été un peu compliqué pour la récupérer. En fait, c'était pour son dossier à Vincennes qu'il avait effectivement, donc il a été cité à l'ordre de la division à titre de citation comporte l'attribution de la croix de guerre 39-45 avec étoile d'argent. Et donc j'avais vu dans ce dossier. Oui, c'est ça. J'avais eu cette médaille, mais je l'avais demandé, donc c'est pour récupérer les citations, c'est auprès du service historique de la défense à Pau. Oui. Et en fait, ils ne le retrouvaient pas. Donc finalement, ils ont fini par finalement trouver la citation et ils m'ont envoyé, ils m'ont refait une citation. Voilà, qu'ils m'ont envoyé. Et donc, il l'a eu quand, alors exactement? Alors, c'est à Rennes le 5 juillet 45. Ah oui, c'est bien. Division à l'art. Mais même, alors, vous savez qu'il y a le nom du village, enfin, tout est... Il y a peu d'erreurs partout. Oui. Donc ça pouvait déjà vous aider pour obtenir la médaille de la Résistance. Hein. Bah, pour obtenir la médaille de la Résistance, il faut la carte de combattant volontaire de la Résistance. Alors voilà, ça, il a aussi la décoration. Ça, il l'avait, c'était mon arrière-grand-père qui avait rempli les papiers. Donc, c'est ça qui peut retarder l'attribution aujourd'hui parce qu'il faut redemander le statut de combattant volontaire de la Résistance. Donc, moi, il l'avait déjà. Donc, ça fait... Après, j'avais le dossier de Vincennes, j'avais le dossier du SHD de Caen. Enfin, j'avais tous les papiers, mais même malgré ça, ça a quand même mis 2 ans puisque la commission ne se réunit pas tous les mois non plus, donc ça prend du temps. Puis après, il y a le décret, donc ça prend effectivement du temps, quoi. Très bien. Et remplir, bien sûr, tous ces papiers. Et voilà. Mais ne pas hésiter à le faire parce que et ça donne surtout... donc Lionel était présent pour la cérémonie. C'est quand même très impressionnant aussi, voilà, de réunir la famille après tout ce temps, de voir qu'il peut être honoré comme ça par la France. C'est vraiment... très émouvant et voilà, dans cette idée de transmission aussi, voilà, c'est souvent ce que l'ordre avait demandé, que ce soit l'un des enfants qui reçoive la médaille. C'est un moment très, très fort et là on avait encore la chance d'avoir des médaillés de la Résistance qui étaient présents lors de la cérémonie, donc c'est un souvenir qu'on va garder pour toujours, quoi. Et il y avait aussi une famille, je ne sais pas si tu te souviens, Lionel, qui avait fait la demande de la médaille et qui avait appris qu'en fait, il l'avait déjà eu, c'était le grand-père, je crois, mais qu'on lui avait jamais remis. Donc, du coup, ils étaient là pour la recevoir, je ne sais pas combien d'années après. Oui, c'était Madame de Meurice, voilà. Malheureusement, quelques mois plus tard, décédée. Et ouais, ça... Il faut savoir que du moins, la médaille de la Résistance française, depuis son attribution, elle n'a jamais été forcément remise officiellement. Et il y a des gens qui l'ont découvert tardivement, qu'ils étaient titulaires de la médaille de la Résistance française. Hein. Incroyable, mais vrai. Parce que c'était des gens qui postulaient pour eux, en fait. Ouais. Ah, d'accord. Bien sûr, bien sûr.
Bah, dans les structures, par exemple, de réseau ou de maquis, enfin, plus sur maquis, c'est plus militaire. Souvent, il y avait des chanceliers. Hein. Je prends le cas, on a eu le cas avec Roman Petit dans l'Ain. On avait vraiment un chancelier dans cette structure-là qui s'occupait des décorations du personnel. Et donc, des fois, les gens, comme naturellement, ça peut arriver, on ne soit pas informé qu'on soit proposé pour telle décoration. À l'inverse, vous avez vu dans la dernière lettre d'information, je vous ai dressé le portrait d'un ancien enseignant résistant, membre du mouvement de l'UQM, et qui lui a reçu la médaille à 3 reprises. Donc ça suivait des processus administratifs parallèles. Hein. Il a été proposé par son ministère de tutelle, le ministère de l'enseignement, l'éducation nationale. Il a été aussi proposé, je crois, par le ministère des armées, et aussi, je crois, par un autre ministère dans lequel il avait été détaché après-guerre. Ministère de l'Intérieur. C'est ça, le ministère de l'Intérieur, exactement. Et donc, in fine, il a reçu la médaille à 3 reprises. Voilà. Donc, je crois que le père de François aussi a... Il a été 2 fois médaillé pour exactement les mêmes raisons. C'est les réseaux auxquels on appartient qui proposent les médailles. Donc, il a été médaillé au titre de l'Alliance, comme le grand-père de Richard. Et puis, il a été aussi médaillé au titre des PTT, parce qu'il était aussi résistant dans les PTT. Ils ne se sont pas aperçus que c'était le même. Voilà. À cette époque-là, l'informatique n'existait pas. On va dire ça. Ça arrive encore aujourd'hui. On fait attention quand même. Une question pour Stéphanie. Tu nous as décrit ce parcours de reconnaissance que tu as lancé avec l'attribution du nom de ton arrière-grand-oncle à un chemin, et également la médaille de la Résistance. Comment tu as entendu parler de cette médaille de la Résistance? Tu connaissais avant ou tu l'as découvert dans ce parcours de recherche? Je l'ai découvert dans le parcours de recherche. C'est vrai que peut-être le nom, oui, m'évoquait quelque chose, mais non, j'ai regardé. Là, j'avais découvert qu'il a vu la Croix de guerre finalement, et après, j'ai vu qu'il n'avait pas eu la médaille de la Résistance, contrairement à d'autres de ses camarades qui ont été tués ce jour-là. Il y en avait 3 jeunes FFI qui l'avaient eu. Et après, je me suis renseignée sur la médaille de la Résistance et j'ai vu qu'on pouvait toujours la demander. Donc c'est pour ça que je me suis lancée dans cette démarche. Voilà, j'ai essayé de voir qu'est-ce que je pouvais faire pour lui, pour qu'il obtienne de la reconnaissance. Donc ça a d'abord été l'histoire du chemin, et après de cette médaille, c'était toujours possible. Bravo, bravo. Et là, j'ai vu qu'il y avait plusieurs. Là, il y a un décret. On vient de savoir qu'il y en a plusieurs qui vont de nouveau la recevoir. Mais c'est ça ce que tu as envoyé l'autre jour sur Facebook? Oui, absolument. Alors, Lionel pourra en dire plus. Je crois qu'il y a 6. Plus que ça. Il y a eu 8 attributions. Le président de la République a signé un décret au mois de mars, le 12 mars. Alors, pour votre information, quand on parle de délai de la commission s'est réunie le 4 décembre 2019 et a étudié un certain nombre de dossiers. Le président de la République a signé le décret le 12 mars, donc 4 mois après, et c'est sorti au bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses au mois d'octobre, le 9 octobre. Et on l'a récupéré qu'au mois de novembre, ce bulletin. Vous voyez les délais qu'il peut avoir. Hein. 11 mois entre l'avis de la commission et la réception par les familles d'informations. Donc c'est très très long. Donc on a 8 nouveaux médaillés de la Résistance à titre posthume qui vont être incorporés dans notre nouvelle base de données. Alors on ne peut pas les voir encore actuellement parce que pour votre information, on est en train de refaire la base de données des médaillés pour pouvoir l'étudier, pour pouvoir lancer des études scientifiques. Et comme elle était mal pensée initialement, elle est toute récente, mais on l'avait mal pensée. Là, on a fait une nouvelle base qui va être bientôt effective à la fin de l'année. Là, on est dessus, là, en plein travail dessus, et ça devrait sortir pour l'année prochaine pour qu'on puisse avoir des jeunes, des Master 2, pour travailler dessus. Donc c'est pour ça que vous nous donnerez le lien parce que moi j'ai toujours l'ancienne base. Je me sers quotidiennement, hein, presque. Ouais. Alors malheureusement cette base-là vous ne pourrez pas la voir parce que cette base-là c'est une base qu'on se sert nous à l'heure de la libération. Vous ne verrez toujours que malheureusement ce que vous voyez sur le site internet de l'Ordre ou sur le site Mémoire des Hommes. Après s'il y en a qui ont besoin toujours de renseignements ou quoi que ce soit, qu'ils n'hésitent absolument pas à me téléphoner ou à venir s'ils sont parisiens. C'est toujours avec plaisir. J'ai une question, Lionel. Par exemple, tu parlais de la commission. Est-ce qu'il y a beaucoup de refus et pourquoi il y a des refus des gens, comment ça c'est une bonne question, Stéphanie. Alors, je ne peux pas me permettre de dire pourquoi on refuse ou quoi que ce soit. Ce sont des sujets de commission qui restent à la commission. Après, peut-être dans quelques années, quand les archives seront, vous découvrirez.
par expérience, depuis que je suis à la commission, souvent les refus, ça peut être des problèmes administratifs déjà avant tout. Parce que bien souvent, quand les familles constituent un dossier, ils savent déjà réellement les pièces qu'il y a besoin. Et depuis que j'y suis, si on a refusé ou ajourné, c'est tout simplement à cause d'un problème administratif, tout simplement. Après, il est arrivé, oui, il y a eu un cas, téléphone. Il y a eu un cas où, bon là, je ne rentrerai pas dans le détail, bon, mais c'est plus compliqué, mais ça, je ne peux pas vous en faire part. Ce sont des choses qui sont internes à la commission, voilà, où on a des notes du général de Gaulle encore qui existent sur certaines choses et sur certains points quand on étudie les dossiers. Est-ce qu'il y a plus de demandes ces derniers temps ou comment ça se passe? Oui, on a depuis grâce à vous, les familles, hein, et surtout toi, Stéphanie, qui a fait vraiment mettre en avant cette attribution de décoration, parce que comme tu l'as découvert, hein, très peu de familles encore savent qu'on attribue encore à titre possible cette décoration. Et grâce à toi, on a de plus en plus de demandes. Et là, par exemple, on va réunir encore une commission. On a 6 dossiers là. Où malheureusement, à cause des mesures sanitaires, on devait la faire là, mais on ne peut pas la faire. On la verra l'année prochaine. Mais à l'époque, on faisait une commission tous les 2 ans. Là, on est limite à en faire au moins une par an, voire peut-être 2. Donc, ça prouve bien que voilà, y a une recrudescence. Et le confinement, hein, je vais vous dire, moi, je le vois bien. Hein, avec le confinement, les gens ont plus de temps pour les recherches. Et je reçois énormément de demandes qui viennent des familles. Alors, c'est super intéressant parce qu'en plus, c'est des familles que j'espère qui sont déjà, par contre, c'est des recherches qui sont de leur aïeul qui sont médaillés de la Révolution française, hein, la plupart du temps. Et ce qui est intéressant, c'est que la prochaine conférence, peut-être qu'ils seront avec nous parce que maintenant, j'essaie de les faire adhérer à l'association. Mais oui, c'est bien tout ça. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend. Alors bonsoir, je m'appelle Joël Gourbenec et je voulais vous saluer à tous parce que je suis un nouvel adhérent à l'association. Je suis le fils de Jean Gourbenec, qui est un FFL de 40 ans, qui lui a rejoint le général de Gaulle. Il est parti le 18 juin 40 et le 19 juin au matin, il était arrivé en Angleterre. Et comme beaucoup d'autres jeunes, il est parti de Brest. Alors que l'appel n'avait pas encore été fait et passé. Et avec tout un groupe de copains, ils ont décidé d'embarquer de gré ou de force, mais pour partir en Angleterre. Voilà. Donc, lui, papa a été décoré. Je ne suis pas dans la même situation que certains d'entre nous qui ont été obligés de faire des recherches. J'ai perdu mon père en 2011, mais je connais tout son parcours militaire. Du début jusqu'à la fin, puisqu'il a participé, il s'est engagé pour la durée de la guerre. Et comme beaucoup, il est passé par Camberley. Il était au bataillon de chasseurs de la France libre. Et il a rejoint après le maréchal Leclerc, enfin qui n'était pas maréchal à l'époque. Et il a suivi, il a fait toute la guerre avec le général Leclerc. Le débarquement en France, bien sûr, toutes les opérations en Afrique du Nord. Opération la Libye, lui il a combattu, il n'était pas sur Bir Hakeim, mais toute la Libye avec le général Massu. Il faisait partie de l'état-major du général Massu et il a terminé par l'Indochine. Donc de 40 il a terminé son cursus militaire en 57. Il a été rappelé pour partir en Indochine et en Algérie par le général Massu dont il était proche. Et il n'est pas parti en Algérie et il n'a pas regretté parce que il avait quand même fait 17 ans de campagne et il n'a pas regretté vu ce qui s'est passé avec le putsch à Alger, le putsch des officiers. Donc il était heureux parce qu'il a eu beaucoup d'amis des gaullistes de la première heure qui se sont retrouvés complètement divisés suite à cette affaire d'Alger et il n'a pas regretté de ne pas y avoir participé directement. Voilà. Donc, je vous ai situé globalement le parcours de papa. Lui, il a été décoré de cette médaille-là il y a longtemps. Mais je savais qu'il adhérait déjà, lui, à l'association de son vivant, ainsi qu'au CVR, aux combattants volontaires de la résistance.
Et voilà. Mais je voulais adhérer à l'association pour peut-être perpétuer. Je fais partie de la Fondation Maréchal Leclerc également. Donc, comme j'étais le seul dans ma famille à m'intéresser directement à son parcours, je voulais, et papa a écrit un livre aussi, ses mémoires de guerre, qu'il n'a pas eu le temps parce qu'il a perdu la vue. Et il voulait, donc il raconte tout son parcours militaire depuis son départ de Brest le soir du 18 juin 40. Et donc, il n'a pas eu le temps de faire éditer son livre, malheureusement. Il a décidé de le diffuser pour sa famille, principalement pour sa famille, et pour certains ordres comme la Légion d'honneur ou autres qui avaient demandé, et la Fondation Maréchal Leclerc qui avait demandé des exemplaires de son recueil. Voilà. Donc je voulais vous saluer à tous puisque nous n'avions pas eu l'occasion de nous rencontrer, que je suis, je dirais, jeune adhérent à l'association. Mon père y était déjà. Et quand papa est décédé, ma mère avait quitté pas mal l'association. Ma mère est toujours vivante, elle a 93 ans, et papa est mort en 2011. Voilà. Donc, je pense peut-être, si je me décide, il n'y a pas longtemps que je suis en retraite, peut-être que je reprendrai le recueil de mon père pour en faire vraiment un récit complet, parce que j'ai tout. J'ai documents photographiques, j'ai tout son parcours militaire, son état signalétique et des services depuis 40 jusqu'à 57. Voilà. Donc, et j'ai créé il n'y a pas longtemps son livre d'or sur le site des Français libres. Donc, si vous voulez voir un petit peu ce que j'ai commencé de faire, vous allez dans le site des Français libres et vous tapez Gourvenec Jean. Gourvenec Jean, né en 1921, et vous verrez un petit peu ce que j'ai fait. J'ai commencé à mettre pas mal de photos sur son parcours depuis 40, beaucoup de photos sur la campagne de France, mais j'en ai encore beaucoup, et des photos originales. Mais il y en a une partie qui a été donnée à la Fondation Maréchal Leclerc par ma mère, et ça, j'en suis un peu désolé, parce qu'elle aurait dû... mon père m'avait demandé de le faire moi, et ma mère m'a devancé. Voilà. Donc, j'ai plus tous les documents maintenant en ma possession, mais bon, j'ai de quoi quand même étayer un livre. Voilà. De réaliser ce livre, ce sera un bel hommage à votre père. Ben, il va falloir que je prenne ma plume, ma plus belle plume, et puis que je m'y mette. Mais j'ai déjà son recueil à lui qui me servira des gens de base. Hein. J'ai une très bonne base devant moi. Ouais. Alors, il a été cité dans plusieurs livres, entre autres Les Évadés de l'Iroise, si vous avez entendu parler de ce livre-là. Il a participé à la rédaction de pas mal de livres aussi, par le biais du général Massu et d'autres combattants de la première heure. Voilà. Bravo à tous les écrivains. Il faut les aider, c'est bien ça. Voilà. Alors, donc, je sais pas, j'ai eu Monsieur Boucher qui m'a appelé, alors je ne sais pas si Monsieur Boucher est là. Il est là. Si, je suis là, je vous rappellerai lundi. J'ai pas eu le temps de vous rappeler. Je vais essayer. Voilà. Je sais, mais j'étais sur la route vendredi, donc vous ne pouvez pas vous rappeler. Il n'y a pas de souci, on aura l'occasion de reparler de tout ça. Pas de souci. Voilà. Bonjour à tous, c'est Géraldine Dunbar qui parle. Je voulais dire un très grand merci à Stéphanie Trouillard parce que, très sincèrement, vous avez eu un courage formidable d'entamer ces recherches au sein de votre famille. Donc, je voulais vous féliciter pour votre courage personnel parce que c'est quelque chose de difficile à entreprendre plusieurs décennies après. Je pense parler pour plusieurs familles qui sont dans ce cas-là. Je sais que ça reste un sujet douloureux pour beaucoup de personnes. Donc, je voulais vous dire vraiment un grand bravo pour à la fois cet exposé clair, limpide, profondément émouvant. On avait vraiment l'impression d'entrer dans votre famille et de connaître André, de faire la connaissance d'André. Donc, je voulais vous remercier. Et puis, je voulais dire merci également aux personnes qui ont fondé cette association des descendants des médaillés de la Résistance française, parce que vous avez réussi
réussi non seulement à créer une initiative forte, mais vous avez réussi à perpétuer la mémoire, ce qui est très important aujourd'hui, en 2020. Vous avez réussi à créer un esprit de famille. Et puis, vous avez également réussi à maintenir la flamme de la résistance française vivante, ce qui est important aujourd'hui. Donc, je voulais vous dire merci. Malheureusement, ma caméra ne fonctionne pas, donc vous ne me voyez pas, mais moi, je vous vois. Et je suis très heureuse d'être avec vous ce soir, heureuse d'être avec également François Romont et Richard Kaufmann, qui font partie de cette association formidable qui s'appelle l'Association Alliance, qui a œuvré pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a regroupé près de 3000 résistants extraordinaires qui ont combattu au péril de leur vie et que certains d'entre vous ont peut-être également connu puisque les résistants pendant la Seconde Guerre mondiale travaillaient pour plusieurs mouvements en même temps. C'est ce qui se passait souvent. Et si jamais dans vos familles respectives, vous avez connu des gens qui ont également travaillé au sein d'Alliance, n'hésitez pas à vous rapprocher auprès de François Romont ou de Richard Kaufmann, notre président, moi-même qui suis secrétaire à l'association. On vous accueillera les bras ouverts. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Un grand bravo Stéphanie et un grand bravo aux fondateurs de cette association pour cette initiative. Merci à tous. Merci beaucoup Géraldine. Juste pour bonjour. Sur ce que vous disiez, c'est vrai que pour les familles, enfin moi j'ai été obligée un peu d'aller contre ma famille en fait en faisant ces recherches parce que je sais que mon oncle et ma tante n'étaient pas vraiment partants pour que je le fasse. Mon père était un peu plus intéressé, mais c'est vrai que des fois il y a tellement un silence qui s'installe pendant des années. Moi je pense qu'il voulait respecter le silence de mon grand-père. Si mon grand-père il parlait pas de son frère, c'était pas à nous d'en parler. Donc ça a été un peu difficile au départ de faire ces recherches. Peut-être qu'ils s'imaginaient aussi que j'allais trouver je sais pas quoi. Mais finalement ça a été un peu comme aussi une thérapie familiale parce que pour mon oncle ma tante et ma mère, en fait, ils ne savaient rien sur leur oncle. C'est quand même assez incroyable. Et finalement, après, avec le livre et le résultat des recherches, ça leur a fait aussi du bien. Ça leur a permis de comprendre aussi la douleur qu'avait vécue leur père avec la perte de son grand frère. Donc finalement, de mettre des mots comme ça, voilà, c'est un peu difficile des fois de mettre un coup de pied dans la porte comme ça et de vouloir en savoir plus. Mais au final, tout le monde est très content. Et puis on voit même pour les nouvelles générations, c'est bénéfique et maintenant on peut transmettre son histoire, donc j'encourage et on peut encore, même si là c'est difficile effectivement de trouver des témoins, là c'est un peu de la chance parce que la plupart sont soit décédés, soit pas forcément en train de parler, ne peuvent plus parler, voilà, mais on peut quand même avec les archives essayer de retrouver certaines choses ou grâce à des gens qui ont écrit des livres, d'avoir comme ça des pièces pour reconstituer un petit peu le puzzle. Donc voilà, il n'est jamais trop tard, même quand on travaille sur d'autres histoires dans le passé, il n'y a plus forcément des gens pour en parler et on peut y arriver. Merci beaucoup. Merci. On va peut-être arrêter. Bravo pour cette très bien réussie, cette conférence a très bien marché. Oui, merci à Stéphanie, merci à Maurice, merci à Lionel Boucher. Je voudrais tout d'abord remercier très chaleureusement Stéphanie pour cette brillante présentation qui nous a tous intéressés et passionnés. Merci aussi d'avoir essuyé les plâtres, Stéphanie, pour cette première expérience. Il n'y a pas eu de souci, tu vois. Voilà, à refaire Maurice. Je pense que le concept est validé. Et merci à vous tous de votre participation et de votre intérêt. Je pense qu'on va donc tenter de renouveler l'opération dans quelques temps. Il faut le faire, oui, il faut le faire. Voilà, et en attendant, n'hésitez pas à suivre notre page Facebook pour rester en contact. Merci. Voilà, merci à tous. Merci bien, super. Merci à tous. À plus. Bon week-end semi-confiné.